Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à toutes et à tous, catalyseurs du changement. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui met l'humain pleinement et consciemment au cœur des organisations. Alors aujourd'hui, je vous propose une exploration à la croisée de plusieurs choses. À la croisée de la psychologie, à la croisée de la spiritualité appliquée, et oui, ce n'est pas un gros mot, et des enjeux très concrets de l'entreprise. Un sujet souvent cantonné au développement personnel, mais vous verrez qu'il peut radicalement éclairer nos pratiques RH, managériales et aussi relationnelles. Et on parle des blessures de l'âme. Voilà, donc peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, et nous allons voir ensemble que sont-elles vraiment, d'où viennent-elles, et comment influencent-elles nos dynamiques d'équipe, nos conflits, nos résistances au changement, et même nos choix professionnels. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors, je suis très heureux de partager avec vous ce sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet qui peut être touchy, mais que j'ai pu travailler pour mon propre compte dans le cadre de mon développement personnel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déclinaisons qu'on pouvait apporter dans le monde de l'entreprise. Alors c'est très connu au Québec, notamment par les travaux de Lise Bourbeau, qui est une pionnière du développement personnel au Québec et qui a théorisé dans son ouvrage phare que vous connaissez certainement tous, ou en tout cas une bonne partie, les 5 blessures qui m'empêchent d'être soi-même, qui empêchent d'être soi-même, et que nous portons tous en nous, et ce sont des blessures qui sont fondamentales et souvent issues à la fois de notre enfance, aussi dans l'embryogénèse, et qui conditionnent nos comportements et nos relations. Donc ces 5 blessures sont les suivantes: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc le principe de cette idée, c'est que chaque blessure active un masque de survie. Ça, c'est important. Alors il peut y avoir plusieurs déclinaisons dans ces masques de survie. Ça peut être le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant et le rigide. Alors ces masques nous protègent, mais nous empêchent aussi d'être en relation authentique avec nous-mêmes et bien sûr avec les autres. Ce modèle, bien qu'intuitif et non scientifique à l'origine, a trouvé une résonance dans de nombreux courants thérapeutiques, dans les neurosciences affectives. Les TCC, ce sont les techniques cognitives et comportementales, ou encore les approches psychocorporelles comme l'IFS, Internal Family System, ou alors, c'est un petit peu plus connu, l'analyse transactionnelle. Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'est ce que dit la science aujourd'hui. Alors, si la science, elle ne parle pas bien sûr de blessure de l'âme directement, elle confirme pourtant plusieurs notions qu'on retrouve aussi dans les travaux de Lise Bourbeau. Notamment les traumatismes précoces. Ces traumatismes, ils modifient durablement nos circuits neuronaux. Alors, confère aux travaux de Bruce Perry et de Boris Cyrulnik, ceux qui connaissent le développement personnel doivent certainement connaître ces travaux-là. L'autre point aussi, la science affirme que le cerveau social est modelé dès l'enfance par l'attachement et la régulation émotionnelle. Moi, j'irais même un petit peu loin, peut-être certainement dès la grossesse, dès l'embryogénèse. Et l'autre point qui est apporté par la science, ce sont qu'il y a des schémas inconscients qui influent nos relations, et bien évidemment personnelles, mais en entreprise, qui induit des biais. On parle souvent de biais cognitifs, de projection et de compensation. Donc la boucle, elle est donc là.
Les blessures décrites par Lise Bourbeau sont des résonances émotionnelles profondes qui rejouent dans les rapports hiérarchiques, qui se rejouent dans les rapports hiérarchiques, dans les tensions aussi qu'on peut avoir en réunion, et les freins au feedback ou à la reconnaissance. Tout ce qui peut avoir comme dynamique d'amélioration continue et d'acceptation en fait du retour critique, positif bien évidemment. L'autre point que je voulais aborder avec vous, pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent pas, j'ai travaillé sur 5 situations concrètes en entreprise, des situations types qu'on peut rencontrer et qui illustrent ces 5 blessures de l'âme. Alors, voilà, 5 portraits d'entreprise, et ces blessures de l'âme se rejouent à huis clos dans des dynamiques d'équipe. Alors souvent, ça se passe sans qu'on en ait vraiment conscience. La première blessure que je vais traiter, c'est la blessure de rejet. Et ce qui est associé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le masque du fuyant. Donc un exemple, un collaborateur qui évite les réunions, se désengage sans conflit, fuit les responsabilités. Donc le comportement RH associé, c'est qu'il est souvent mal interprété comme un non impliqué. Or, il s'agit parfois d'un profil qui se protège d'un rejet anticipé. Donc, une des pistes concrètes qu'on pourrait apporter dans cette situation, ça serait de recréer de la sécurité psychologique. En utilisant par exemple de l'inclusion avec une progressivité et valoriser ses contributions sans pression. Ça, c'est important pour lui. Voilà, ça, c'est pour la blessure du rejet, le masque du fuyant. Ensuite, je voudrais aborder avec vous une autre blessure, c'est la blessure de l'abandon et le masque du dépendant qui est associé. Autre exemple, donc associé à cette blessure, un salarié très impliqué, mais qui vit mal toute forme d'autonomie, de télétravail ou de délégation. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a tendance à sursolliciter son manager ou il vit mal l'absence de réponse. Donc la piste qu'on peut apporter, par exemple dans cette situation, pour ces profils-là, c'est de renforcer la présence managériale bienveillante, instaurer des rituels réguliers et clarifier des repères. C'est très important, ça, d'avoir ce cadre-là, pour des profils qui ont la blessure d'abandon. Autre blessure, la blessure d'humiliation. Et le masque associé, c'est le masque du masochiste. Autre exemple associé à cette blessure, une collaboratrice qui a tendance à accepter trop, prend sur elle, porte l'équipe, jusqu'à l'épuisement professionnel ou le burn-out. Donc souvent elle évite de dire non par peur de déranger ou tout simplement de ne pas être à la hauteur de ce qu'on lui demande. Donc la piste qu'on peut aborder, qu'on peut évoquer, c'est d'instaurer une culture du non sain. Ouvrir le dialogue avec la collaboratrice pour lui expliquer que c'est sain de dire non, de poser un cadre et des limites, et l'inciter, l'accompagner à faire ce travail-là. D'avoir un cadre de parole libre et valoriser le droit à l'équilibre. C'est très important. Autre blessure, la blessure de la trahison. Et le masque associé à cette blessure, c'est le masque du contrôlant. Autre exemple associé à cette blessure, un manager ultra exigeant qui délègue mal, micromanage et soupçonne les intentions. Il a souvent besoin de tout contrôler et de tout maîtriser. Donc dans la solution qu'on pourra apporter, c'est de le former au leadership de confiance et de coupler ça souvent à un accompagnement individuel de type coaching ou avec des techniques cognitives et comportementales, et pourquoi pas des feedbacks miroirs. Ça peut être utile dans son cas à lui, dans ce profil. Autre blessure aussi, et la dernière, c'est la blessure d'injustice, avec le masque associé, le masque du rigide. Donc l'exemple qu'on pourrait associer par exemple à cette blessure, c'est une RH ou un cadre très
très cadré, exigeant sur les règles, intolérant au flou, critique envers les autres, très perfectionniste. Il fonctionne en mode perfection ou rien. Donc c'est binaire. Quand on a une blessure d'injustice, c'est voilà, soit on est parfait, soit on va vers la perfection ou rien. La piste qu'on peut apporter là-dedans, c'est d'inclure la notion d'équité émotionnelle. C'est d'ouvrir des espaces d'intelligence collective où on valorise la vulnérabilité. Alors on valorise ou c'est autorisé. C'est qu'il y a vraiment le sentiment de on peut ne pas être parfait, on peut se tromper, etc. C'est très important. Donc vous voyez bien que il peut y avoir plusieurs profils. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'une personne, on a tous, de près ou de loin, ces 5 blessures de l'âme, avec des degrés différents. C'est comme si on était des assortiments de curseurs entre ces 5 blessures, fruit d'une construction et d'une programmation depuis notre tendre enfance. Et aussi qui continue au gré des expériences qu'on peut avoir. Donc ça suppose on doit manager une équipe, on doit relationner avec des collaborateurs, certainement aussi en tenant compte de cet éclairage-là, de cette dimension de chacun des collaborateurs, pour pouvoir être plus efficace. Et on voit bien que d'avoir une seule forme de management appliquée à des profils différents, ça peut conduire à des difficultés. Et donc c'est important de bien connaître ses collaborateurs, d'identifier des profils types. Alors c'est pas pour faire du ciblage, c'est surtout en fait pour adapter son management, pour être plus efficace et de mieux faire passer des messages et pouvoir mieux interagir avec son équipe. Et aussi d'amener dans les échanges, à la discussion, les relations qu'il y a entre collaborateurs. Et donc comprendre qu'on est tous différents, on a des biais différents, on a des blessures de l'âme différentes. Donc c'est comment on arrive à composer au mieux avec l'ensemble de ces blessures, et il y a vraiment des solutions. Donc comprendre les blessures de l'âme, c'est pas c'est pas faire de la psychologie sauvage en entreprise. C'est accepter que nos comportements professionnels, ils sont profondément influencés par notre histoire intérieure. Ça, c'est une clé déterminante. Et un DRH, un manager ou un coach d'aujourd'hui, il peut plus ignorer la dimension psycho-émotionnelle du travail. Voilà, ça c'est on rentre dans une nouvelle ère, le management 3.0, on pourrait l'appeler comme ça, où cette dimension psycho-émotionnelle est une clé déterminante. Alors voici moi 3 enjeux majeurs que j'ai pu identifier. C'est des pistes de réflexion que je soumets à votre sagacité. C'est repenser les parcours managériaux en y intégrant l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Voilà. C'est important d'accompagner, notamment dans la prise de fonction des managers, mais aussi au fil de l'eau, dans l'évolution des dynamiques d'équipe. C'est d'intégrer ces notions-là, d'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est fondamental. Et peut-être avoir un suivi de type coaching pour aider à comprendre ce qui se joue, amener le manager à avoir un œil acerbe, distancié sur ses pratiques, sur les blessures qui s'activent et qui se neutralisent dans ces dynamiques d'équipe. C'est d'apprendre à avoir cette lecture-là. Voilà. Pour moi, la vision du manager, c'est le transformer d'un gestionnaire des ressources humaines en coach. Voilà. Un coach ou accompagnant, parce que je sais que le mot coach est galvaudé, mais d'accompagnant pour arriver à lui donner des outils pour qu'il soit plus à l'aise pour créer des synergies et créer une émulation dans son équipe. L'autre axe majeur, c'est proposer des espaces de régulation. C'est fondamental. Qui se composent par exemple de groupes de parole, de temps de co-développement ou de supervision. C'est essentiel. Ça fait des temps de respiration dans le rythme effréné de nos organisations, où on est concentré sur la technique. Et c'est très important d'avoir ces temps de respiration et ces espaces de régulation. Voilà. Et puis le troisième point majeur,
c'est s'outiller pour détecter les masques défensifs. Parce que plus on les détecte tôt, ces masques défensifs, plus on évite à ce qu'ils deviennent source de conflit ou d'usure. Car répéter avec le temps, si ces masques défensifs s'activent de manière régulière, de manière récurrente, après c'est autant de temps pour désamorcer ces masques défensifs et créer de la fluidité, de l'authenticité dans les relations. Voilà ce que je peux vous dire de manière très synthétique. L'idée de ce podcast, c'est de vous ouvrir le champ sur l'association entre les blessures de l'âme des travaux de Lise Bourbeau, les programmations psycho-émotionnelles qu'on peut avoir dans notre enfance et les déclinaisons qu'on peut trouver dans les comportements dans le milieu du travail, dans le comportement humain. Donc en révélant nos blessures, l'entreprise peut aussi devenir un lieu de guérison. Et oui, ça c'est important à comprendre que chaque expérience de vie est un prétexte aussi pour avancer, évoluer sur soi-même, pour guérir. Et la guérison, c'est pas que des mots physiques, c'est aussi des mots psychiques. Alors, il y a des stades avancés où on est dans la pathologie, où c'est important de s'entourer avec des spécialistes, des experts de la médecine, qui viennent traiter des pathologies, des symptômes avancés. Mais ça peut être intéressant de travailler en prévention et de comprendre ce qui se joue sur un terrain psycho-émotionnel dans les relations d'entreprise. Ça, c'est, à mon avis, c'est très important et le monde du travail est aussi un lieu d'apprentissage sur soi, un lieu d'éveil de conscience, de comprendre quelles sont nos mécaniques de fonctionnement et à quoi elles font appel dans nos constructions intérieures. Hein. Quels sont les masques qui sont de défense qui sont activés, mais aussi les compensations qu'on a trouvées face à ces blessures d'âme. Et c'est ça qui est important aussi à voir, parce qu'à travers ces compensations, on développe des facultés, des prédispositions, des facultés à l'agilité, des facultés à l'anticipation, des facultés à la mise en action. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos blessures de vie nous amènent à développer ces comportements, des compétences, et en même temps de travailler sur ces guérisons de blessures d'âme, où le lieu de travail est un prétexte, hein, une situation, une scène, hein, eh bien, aussi elle fait émerger des talents conscients et inconscients, des compétences conscientes et inconscientes. Et je pense que les RH ont tout intérêt à aller explorer notamment ces potentiels conscients parce que c'est des pépites qui sont là et qui peuvent être employés dans des organisations sur des projets super intéressants ou stimuler une équipe et voilà. Donc on voit bien que le manager sort du rôle de gestionnaire des ressources humaines à dimension de coach pour faire émerger et valoriser des talents cachés. Donc, ça suppose du courage, bien sûr, une posture de présence et une vision plus profonde du capital humain. Donc, ça nécessite au manager d'avoir ce temps pour le faire, mais on peut arriver à trouver des temps très courts, réguliers, qui permettent de faire ce travail-là en étant accompagné et c'est tout à fait faisable. C'est pas démesuré. Au contraire, souvent c'est les croyances limitantes qu'on peut avoir. On peut faire des choses très simples, très courtes, très efficaces pour pouvoir travailler sur ces aspects-là avec son équipe. Et donc la question que je vous poserai, c'est et vous, quelles blessures avez-vous déjà repérées dans votre environnement de travail? Ou même peut-être en vous-même. Donc ça, c'est des questions qui peuvent être super intéressantes à aborder, qui peuvent nourrir des réflexions pour vous-même ou pour votre équipe. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager cette approche des blessures d'âme, moi qui me passionne depuis longtemps, et vous verrez plein d'autres sujets transverses et connexes aux blessures de l'âme. J'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Retrouvez cet épisode et les autres, bien évidemment, sur toutes les plateformes. Et si vous souhaitez échanger, aller un petit peu plus loin sur ce sujet, je vous invite à me contacter par les moyens que vous connaissez.
Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Je vous dis à bientôt pour un prochain voyage au cœur du vivant en entreprise. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.